Bonsoir, merci beaucoup d'être venu ce soir. Le but de ce petit séminaire, c'est de parler du bilan pré-anesthésique parce qu'on en fait tous les jours, plus ou moins. Des fois même, on se demande si ça vaut la peine. Des fois, on se demande quoi mettre dedans. Des fois, on se demande si réellement ça a un intérêt. Et le but, c'est justement de se refaire un petit point là-dessus et puis de vous apporter 2-3 infos que j'ai pu glaner ça et là qui sont intéressantes et qu'on a aussi tous, moi y compris, occultées. Donc moi, je suis Clémence Perron, je suis spécialiste en médecine interne. Je travaille actuellement pour le laboratoire IDEX en tant que responsable des affaires médicales pour la France et l'Europe. Donc en gros, mon rôle, c'est d'être garante de l'intégrité du message médical. Voilà. Et d'aller un peu regarder partout où le bas peut blesser et de m'assurer que les discours sont alignés entre le terrain, le labo et la littérature et la médecine interne. En parallèle, je fais toujours un peu de clinique pour garder un peu les mains dans le cambouis parce que je trouve ça assez compliqué, surtout en tant que spécialiste, d'aller me promener un peu partout en France pour prêcher la bonne parole et dire aux gens ce qu'il faudrait faire si j'ai pas, moi, des fois, les mains dedans. Donc, psychologiquement, je suis mieux de faire des conférences en gardant un pied dans la clinique. Pour ceux qui me connaissent un petit peu, ils savent que je ne suis pas que vétérinaire. Donc maintenant, je le dis d'entrée, que je suis aussi professionnelle du spectacle. Comme ça, si un jour, vous voyez mon nom sur une affiche qui n'a rien à voir avec IDEX, vous ne serez pas étonnés. Le bilan pré-anesthésique, on a différents contextes. Je ne vais pas vous refaire un dessin. Effectivement, on ne va pas faire la même chose ni surveiller forcément les mêmes choses sur un jeune animal en bonne santé qui vient pour une castration que sur un animal malade qui est déjà traité pour différentes pathologies et qui vient pour un bilan pré-anesthésique parce qu'il va falloir l'opérer, parce que des fois, on n'a pas le choix et qu'il faut y aller malgré tout le reste. Là, ce que je vais vous présenter, c'est une étude qui est super intéressante, pour le coup, qui a été faite par le laboratoire IDEX au moyen de données IDEX, mais c'est pour vous donner une idée de ce qu'on peut s'attendre à trouver, là où parfois on se dit « mais enfin là, c'est vraiment pas la peine que je fasse un bilan parce que de toute façon, ça va revenir normal ». Et ce qui est intéressant dans cette étude, c'est que déjà, on a obtenu des données de 167 000 profils canins et 54 000 profils félins. Donc ça commençait à faire un certain nombre qui étaient âgés de 1 an à 20 ans. Donc on avait vraiment toutes les tranches d'âge et c'était tous des animaux apparemment sains, c'est-à-dire qui venaient pour un bilan de santé mais qui ne venaient pas dans un contexte de maladie. Et ils ont été divisés en 3 sous-populations, c'est-à-dire les jeunes, les adultes matures et les seniors. Vous voyez sur le petit tableau de gauche que selon si on avait affaire à un chien ou un chat, on n'a pas déterminé exactement de la même façon ce qui était jeune, ce qui était mature et ce qui était senior, en se basant sur l'espérance de vie surtout et puis en essayant de faire un petit peu le pendant entre les différentes races. Et là où c'est intéressant, là je vous montre les données qu'on a obtenues sur ceux qu'on considérait comme jeunes, apparemment en bonne santé. Vous voyez quand même qu'au niveau des anomalies qu'on peut avoir au niveau des différents paramètres, il y en a. Je pense notamment, alors chez les jeunes, a priori, c'est surtout au niveau du comptage des globules rouges, de l'hémato, qu'on avait des choses, sans parler de choses pathologiques, mais on avait des valeurs qui sortaient des valeurs de référence ou de ce à quoi on pouvait s'attendre. C'était pas forcément en lien avec une maladie, mais en tout cas, il y a quand même une proportion de cette population qui a des chiffres qui sortent de ce à quoi on pourrait s'attendre. Au niveau électrolytique, c'était intéressant aussi, c'est pour ça que j'en parlerai un petit peu plus en profondeur, c'est que chez les jeunes, au niveau du bilan électrolytique, il y a quand même entre 10 et 14% des cas où on n'obtient pas les valeurs qui sont rigoureusement dans les clous. Et je pense souvent d'ailleurs aux confrères, moi y compris la première, des fois, qui me disent « non mais franchement, faire un iono, voilà, pourquoi ? De toute façon, qu'est-ce que je vais en faire de mes résultats ? Ça revient toujours normal. » En fait, pas tant que ça. Après, on voit qu'au fur et à mesure qu'on avance en âge, ça va être un petit peu modifié. Vous allez voir que chez les adultes qu'on considère comme matures, on a les anomalies au niveau de l'hémato qui s'accentuent un petit peu, notamment chez les chiens. Au niveau des électrolytes, on est toujours aux alentours de 14%. Et puis on voit aussi que chez les chats, plus on avance en âge, tout ce qui est paramètres endocriniens, on commence à avoir quasiment 1 cas sur 2 qui a des valeurs qui sortent des clous, justement. Et alors, quand on avance chez les plus âgés, vous voyez que chez les chats, en gros, il y a 2 grandes catégories, là où on peut s'attendre à avoir des anomalies, c'est les paramètres rénaux et les paramètres endocriniens. On a toujours en hémato et au niveau électrolytique, ça grimpe un petit peu. Et chez les chiens, c'est un petit peu mieux réparti, mais globalement, au niveau hémato, iono, paramètres hépatiques, paramètres rénaux, c'est là que si on a un choix à faire dans ce qu'on va mettre dans le bilan, c'est plutôt là-dessus qu'il faut se pencher. Donc c'est en ça que cette étude était assez intéressante parce que ça nous donne une idée de ce qui a des
chances de revenir à normal. On a plein d'objectifs différents selon le contexte, bien sûr, selon l'animal quand on réalise un bilan pré-anesthésique. La chose aussi simple qu'adapter sa fluido. Est-ce que je vais complémenter ou pas? Pour ça, j'ai souvent besoin d'un iono. Je vais prévenir ou je vais corriger des déséquilibres éventuels que je vais pouvoir détecter. Et je vais aussi mettre en évidence des anomalies que je n'aurais pas forcément détectées cliniquement, puisque ceux qui viennent pour un bilan pré-anesthésique vont souvent apparemment bien. Et souvent, on fait le bilan pré-anesthésique en se disant... Je le fais pour que tout revienne normal parce que clairement, j'ai pas trop envie non plus de m'embêter à gérer des trucs. Le chien qui vient pour sa castration, limite des fois, on le fait pas en se disant parce que j'ai pas envie de tomber sur un truc. Le chien va bien cliniquement. Voilà, je fais pas mon bilan pré-anesthésique pour trouver quelque chose. Ça sert aussi à se protéger, le bilan pré-anesthésique, parce que vous savez comme moi que les propriétaires d'animaux sont de plus en plus procéduriers. Selon effectivement l'âge de l'animal, si on part notamment sur un animal âgé qui a déjà d'autres pathologies connues, c'est sûr qu'on sera peut-être plus prêt à réagir. Ça permettra de détecter éventuellement des nouvelles anomalies, voire même de reporter la chire dans certains cas, ou l'intervention quelle qu'elle soit avant l'anesthésie. Le consentement, bon ça je passerai rapidement dessus, mais effectivement, je vous ai remis sur la dia, vous l'aurez sur le PDF aussi, les éléments indispensables à mettre dans un consentement, parce que j'ai une consoeur qui a eu des soucis avec ça, où les gens, elle avait eu beau... faire signer un consentement, les gens l'ont quand même attaqué et il se trouve qu'il manquait certains éléments sur le consentement qui faisaient que oui, mais bon, si on fouillait un peu, voilà, vous auriez dû écrire ça sur le consentement. Donc effectivement, sur le site de l'Ordre des vétérinaires, il y a les éléments indispensables à mettre sur un consentement éclairé. C'est toujours bon à savoir s'ils vont tomber sur des gens particulièrement intenses. Ce qui nous est tous arrivé au moins une fois, ou si ça ne vous est pas encore arrivé, je ne vous le souhaite pas forcément. L'anesthésie générale, c'est vrai qu'on en fait beaucoup. Souvent, on l'a un peu banalisé, pas toujours. Moi, je fais partie des flippés de l'anesthésie, mais parce que voilà, je sais pas si c'est le fait d'être interniste ou si c'est juste le fait d'être flippé, mais je suis très inquiète à chaque fois que j'anesthésie un chien. Ma pire terreur, c'est d'en laisser un sur une table pendant une endoscopie ou une intervention où il n'aurait pas dû mourir. Et j'ai tellement et alors en faisant cette conf, c'était encore pire parce que j'ai encore plus pris conscience de tout ce que ça impliquait sur tous les systèmes que finalement ça m'a pas rassurée du tout. Mais effectivement, quand on regarde ça, l'anesthésie générale, c'est pas du tout un état naturel. On va mettre le cerveau dans un état qui n'est pas naturel, dans un pseudo-sommeil. On va avoir un impact sur la fréquence cardiaque, sur la fréquence respi, sur la thermorégulation, sur l'oxygénation, sur la circulation, sur la perfusion tissulaire, sur le stress aussi de l'animal. Sur la perfusion du cerveau, sur les différents organes, sur l'état d'hydratation que l'organisme va être moins à même de moduler, sur le métabolisme, sur la digestion. Alors même si on a pas mal d'outils pour suivre tout ça, que je vous ai listé là sur la colonne de droite, ça reste quand même pas quelque chose de naturel, ça reste quelque chose de dangereux. On plonge l'organisme dans un état qui n'est pas du tout prévu normalement par la nature. Donc c'est jamais sans risque et de même qu'on ne donne jamais un médicament, qu'on ne fait jamais inhaler ou ingérer quelque chose d'étranger à l'organisme sans risque aucun, l'anesthésie, c'est pareil. On plonge à partir du moment où on modifie l'état du vivant et qu'on le plonge dans un état qui n'est pas naturel, entre guillemets, il y a un risque et il y a un suivi, effectivement, et des précautions à prendre avant. Ça, je vous ai remis les petites dias de ce qu'on propose dans le bilan pré-anesthésique chez IDEX. Ça va vraiment de la bioche à l'analyse d'urine, en passant par le ionogramme, en passant par la SDMA, en passant par l'hématologie, en passant par un bilan biochimique plus ou moins large. Ce qu'on on appelle le KM10, c'est le bilan, je dirais, de base, où vous avez la glycémie, les paramètres rénaux, les paramètres hépatiques, les protéines et les ratios qui vont avec. C'est un peu le bilan de base où ça paraît assez logique. Les reins, le foie sont les organes filtres, c'est ceux qui vont métaboliser l'anesthésique ou l'éliminer. La glycémie, même si je ne peux pas vous dire que c'est rigoureusement obligatoire dans un bilan pré-anesthésique, il y a des animaux, des fois en hypo ou en hyper, qui ne sont pas détectables cliniquement, c'est toujours bon à savoir. Les protéines, on va en parler un petit peu plus loin. Je ne vais pas vous faire, je vous rassure, je ne vais pas vous faire un descriptif de chaque paramètre qu'il y a dans les bilans, mais juste mettre le doigt sur les choses qui sont intéressantes à garder en tête ou à se remettre en tête, notamment sur l'urée. Elle est synthétisée par le foie, on le sait, elle résulte du catabolisme des acides aminés et on sait qu'elle est certes excrétée par les reins, mais que ce qu'on dose, c'est pas une molécule qui a été filtrée librement, il y a quand même 40% de l'urée qui est réabsorbée. Et alors si le débit de filtration glomérulaire diminue pour une raison
prérénale comme un défaut de perfusion, une hypovolémie, ou une cause rénale ou une cause post-rénale, là, on va monter à une réabsorption qui monte à 60%. Donc, clairement, l'urée, ce n'est pas le paramètre qui va nous donner une idée très nette de ce qui se passe au niveau de la fonction rénale. Souvent, d'ailleurs, on a des cas où l'urée est augmentée seule et on a différentes causes possibles, mais ne nous jetons pas sur la fonction rénale tout de suite. On a des cas où l'urée est augmentée seule parce qu'il y a un saignement digestif haut ou une inflammation digestive haute qui fait qu'il y a des micro-saignements au niveau de l'estomac et que l'hémoglobine, elle est métabolisée en urée et ça peut faire augmenter l'urée seule. Je pense notamment au cas du petit York à gastrite qui vient pour son bilan de santé et qui a l'urée augmentée toute seule. C'est assez typique chez ces cas-là. Ils ont l'urée augmentée toute seule et les reins n'ont rien à voir avec cette urée. A contrario, vous pouvez avoir un vieux chat complètement démusclé qui a une créate qui va être dans les clous parce qu'il n'a pas assez de muscles et l'urée augmentée seule sera le seul signe d'appel de sa fonction rénale défaillante. Donc les deux existent. Mais honnêtement, pensez vraiment saignement digestif haut ou micro-saignement ou inflammation digestive haute sur une race prédisposée, un vieux petit chien qui fait des gastrites chroniques, l'urée augmentée seule, c'est pas forcément rénal. Urée est ce qu'on appelle le BUN. Le BUN, c'est quoi la différence? Parce que souvent on se pose la question. L'urée, c'est la molécule en tant que telle. Ce qu'on appelle le BUN, le Blood Urea Nitrogen, on ne mesure que le composant nitrogéné, qui bien sûr fait partie de l'urée, donc il est bien évident que quand il y en a un qui augmente, l'autre aussi, mais ce n'est pas exactement la même chose qu'on mesure. Donc s'il y a des puristes qui veulent vraiment creuser, parce qu'il y a des propriétaires aussi qui demandent des fois, ça revient au même, mais ce n'est pas exactement la même chose qu'on mesure. La créatinine produit du métabolisme musculaire. Elle est issue de la phosphocréatine qui est une molécule qui permet de stocker de l'énergie et elle n'est pas réabsorbée au niveau rénal. Donc c'est un reflet beaucoup plus fidèle du débit de filtration glomérulaire. Le seul problème, c'est que souvent, il faut une perte d'environ 2/3 du débit de filtration glomérulaire avant que la créate commence à monter. Donc ce qu'on appelle des maladies rénales débutantes, c'est-à-dire quand la créate commence à sortir des clous, il y a déjà 2/3 des reins qui ne fonctionnent pas correctement. Donc effectivement, c'est dur de dire débutant en se basant juste sur la créate. Mais après, c'est un marqueur qui est utile, qui a le mérite d'exister et qui est fiable. Quand on connaît, c'est comme chaque marqueur, tant qu'on connaît leurs limites, en fait, on peut tout à fait tous très bien les utiliser. ALT, ALP, on les connaît par cœur quasi. On sait que ALT, c'est vraiment, on la trouve principalement dans le cytoplasme des hépatocytes, c'est vraiment un indicateur de souffrance cellulaire hépatique. L'ALP, c'est vraiment un indicateur de cholestase. Attention chez le chat, c'est un marqueur qui est spécifique, c'est-à-dire qu'il y a peu de faux positifs pour la cholestase, mais il est peu sensible. Donc il y a des faux négatifs. Ce n'est pas parce que vous avez une ALP dans les clous qu'il n'y a pas de cholestase. On a plusieurs formes. Pourquoi j'en parle? Parce qu'il y a une forme induite par les leucocytes, par les corticaux, il y a une forme osseuse, il y a une forme intestinale, il y a une forme leucocytaire, il y a même une forme placentaire. Ces formes un peu annexes, elles ont une demi-vie dans le sang qui est très courte. Donc c'est pour ça qu'on ne s'en occupe pas beaucoup, parce que globalement, dans ce qu'on dose dans le sang avec les plaquettes, c'est principalement la forme qui vient du foie et la forme cortico-induite. Les autres, elles restent moins longtemps. Il y a la forme osseuse aussi qui peut faire partie de ça, notamment chez les jeunes. Mais la forme leucocytaire ou placentaire, c'est vrai qu'on la voit moins. Maintenant, gardez en tête que la forme cortico-induite, elle est vraiment propre au chien. Ok. Il y a vraiment, chez le chat, vous ne pourrez pas dire il est sous cortico, c'est pour ça que mes pales, elles augmentent. Chez le chat, elle n'existe pas cette forme-là. L'albumine, pourquoi elle est intéressante? Elle est synthétisée par le foie, donc ça peut être le reflet de la fonction hépatique. C'est pour ça que ça peut être intéressant de la doser dans des contextes de shunt ou même d'hépatopathie sens large. À noter quand même que quand l'albumine commence à diminuer, c'est vraiment que ça ne va pas au niveau du foie, donc il y a quand même d'autres signes avant en général. Elle est intéressante parce qu'elle contribue à la pression osmotique plasmatique et elle représente quasiment la moitié du poids des protéines plasmatiques. Elle est transportée par plein de transporteurs, dont le calcium, ce qui nous explique que quand on est en hypocalcémie, on peut avoir une hypoalbuminémie qui l'accompagne. Et en gros, ce qui peut la faire diminuer, l'albumine, c'est comme beaucoup de choses. Soit on la perd, soit on ne la synthétise pas. Soit on la détruit, mais ça c'est plutôt valable pour d'autres paramètres. En gros, ce qui fait baisser l'albumine, c'est soit il y a des pertes rénales ou digestives, ou digestive, soit il y a un défaut de synthèse hépatique. Je vous ai mis le seuil de 15 grammes par litre parce que c'est globalement en dessous de ce seuil-là qu'on peut avoir des épanchements ou des choses comme ça. Chez certains, c'est plus haut, d'autres, c'est plus bas. Mais quand on s'approche de 15 grammes par litre d'albumine, attention avec la fluido, attention avec tout ça parce qu'on peut avoir des œdèmes, des épanchements.
Attention aussi avec la chirurgie, d'où l'intérêt de le mettre dans un bilan pré-anesthésique parce que quand l'albumine est aux alentours de 15, déjà en dessous de 20, au niveau cicatrisation, c'est pas terrible. Donc typiquement, on ouvre le moins possible, on n'ouvre pas si on peut s'en passer, on fait pas de cortico tout de suite après la chirurgie parce que ça peut vraiment être embêtant. Je me rappelle d'un cas où on m'avait téléphoné parce que la chienne était en diarrhée chronique avec une hypoalbuminémie qui était chronique et en fait, elle avait été opérée. Il y avait eu des biopsies digestives de réaliser qui n'ont jamais cicatrisé. Elle avait été mise sous cortico direct parce qu'il y avait une suspicion de lymphangiectasie. La chienne n'a jamais cicatrisé. Elle est vraiment décédée lamentablement, c'est le cas de le dire. Mais effectivement, l'albumine, c'est important de l'avoir avant une chirurgie. Et des fois, il y a des animaux qui ont des maladies inflammatoires chroniques du tube digestif avec des fuites protéiques qui vont super bien cliniquement. Et il n'y a pas... Les gens, bon, le chien fait caca mou, mais ça ne les a pas plus marqués que ça, vu que ça fait des mois que ça dure. Ils ne vous le signalent pas forcément. Et effectivement, si on a une albumine qui commence à être basse avant une chirurgie, ou il faut faire une laparo ou autre chose, ou même une bête ovario de chienne, c'est quand même intéressant de le savoir. Les protéines totales, l'albumine est incluse dedans, à laquelle on va rajouter les globulines. Alors effectivement, même si souvent quand on en perd une, on perd les autres, ça n'évolue pas toujours dans le même sens. Je pense notamment à la phase aiguë de l'inflammation. Très souvent, dans une inflammation, les protéines positives de la phase aiguë vont augmenter. On va avoir les globulines qui montent assez fort et l'albumine est plutôt une protéine de la phase négative de l'inflammation. Elle va avoir tendance, elle, à diminuer. Donc ça n'évolue pas toujours dans le même sens, même si le plus souvent c'est le cas. Dans les globulines, on distingue la zone alpha, la zone bêta, la zone gamma, qu'on peut voir sur une électrophorèse. Alors, c'est grossièrement schématisé, je vous rassure. Globalement, alpha, bêta, c'est les globulines de l'inflammation. Elles sont synthétisées par le foie. Elles vont monter dans plein de cas, des affections immunes médiées, des inflammations, des ehrlichioses, des leishmanioses. Tout processus inflammatoire peut les faire monter. Les gamma-globulines, ce sont vraiment des immunoglobulines, ce sont des anticorps. Alors même s'il y a une partie des IgA qui peut être dans le pic bêta, je vous ferai un séminaire sur l'électrophorèse une autre fois parce que c'est hyper intéressant, mais c'est hyper long. Globalement, alpha-bêta, inflammation, gamma, c'est tout ce qui est immuno. On va avoir une augmentation des gamma sur les maladies à médiation immune sens large. Je pense à la leishmaniose qui occasionne des process à médiation immune et c'est ça qui rend le chien malade. Je pense aux myélomes multiples avec une grosse synthèse d'anticorps par les plasmocytes impliqués. Et puis la PIF chez le chat, qui est une maladie à médiation immune. Alors si on veut élargir le spectre de son bilan biochimique, bien sûr qu'on peut rajouter des paramètres. On peut rajouter des paramètres pour le foie, la gamma-GT, la bilirubine, le cholestérol. On peut rajouter calcium, on peut rajouter phosphore. Et amylase, lipase, clairement plus pour le folklore, parce qu'aujourd'hui, ces paramètres-là, à moins d'être littéralement explosés, et encore, surtout chez le chien, pas chez le chat, ils ne vous apporteront pas de diagnostic. Éventuellement une orientation, mais il y a plein de choses qui peuvent les faire augmenter, autres qu'une maladie pancréatique. Mais ce sont des paramètres historiques auxquels beaucoup de praticiens sont attachés. C'est pour ça qu'on les laisse dans ces bilans, parce qu'il y a encore beaucoup de praticiens qui se basent dessus et qui aiment les voir dans les bilans. Les gamma-GT, c'est une enzyme de cholestase. La seule chose que je trouve intéressante, en tout cas de mentionner ce soir, c'est chez le chat en lipidose, gardez en tête que ça peut être un moyen de se dire « Ok, je suis sur la bonne voie si je suspecte une lipidose hépatique chez cet animal. » En général, on a une belle élévation des pales, pas les gamma-GT. Elles montent beaucoup plus tardivement en cas de lipidose hépatique. Ça peut être quelque chose qui vient corroborer votre suspicion, votre tableau clinique ou votre diagnostic. C'est la seule chose, entre guillemets, intéressante que je vous dirai ce soir sur la gamma-GT. La bilirubine, en revanche, j'aime beaucoup ce paramètre-là parce que je le trouve hyper intéressant dans son métabolisme. Et une fois qu'on a ça en tête, on se dépatouille tout le temps. La bilirubine, on l'a sous deux formes dans la circulation. Soit elle est conjuguée, parce qu'elle est passée par le foie qui l'a conjuguée, soit elle n'est pas conjuguée, parce qu'elle n'est pas encore passée par le foie. Seule la bilirubine conjuguée est éliminée dans les urines. La bilirubine que vous voyez dans les urines, elle est forcément conjuguée, donc elle est forcément passée par le foie. Soit elle a reflué ensuite parce qu'il y a une cholestase, elle a reflué dans les vaisseaux et elle a été filtrée par les reins et vous la trouvez dans les urines, mais la bilirubine non conjuguée n'est pas excrétée dans les urines. C'est-à-dire que même si vous avez une hémolyse massive avec formation de bilirubine, si elle n'est pas passée par le foie, elle ne sera pas excrétée via les reins. La bilirubine totale qu'on dose en bioche, c'est les deux formes, la forme conjuguée et la forme non conjuguée. Donc globalement, dites-vous juste que la seule façon d'avoir de la bilirubine conjuguée dans la circulation, c'est qu'il y a eu forcément un moment un passage par le foie et
un reflux parce qu'il y a cholestase, parce qu'il y a obstruction des voies biliaires. Les paramètres supplémentaires restant cholestérol, qui est super intéressant aussi et qui souvent on ne le regarde pas, ce paramètre-là, mais en fait il est quand même super informatif dans la mesure où quand il est élevé, on va le trouver dans des cas assez précis, assez particuliers. Soit il y a un reflux au niveau des voies biliaires avec un cholestérol qui reflue dans la circulation, soit il y a une maladie endocrinienne, c'est quand même un signe d'appel pour pas mal de choses, notamment l'hypothyroïdie, le syndrome de Cushing, et aussi pour le syndrome néphrotique. Il n'est pas toujours élevé dans les cas de syndrome néphrotique, mais si on regarde les éléments dont on a besoin pour avoir un diagnostic de façon quasi certaine de syndrome néphrotique, il y a hypoprotéinémie, hypoalbuminémie, protéinurie et élévation du cholestérol et épanchement. Après, les raisons de son élévation dans le syndrome néphrotique ne sont pas très claires et le mécanisme n'est pas hyper net, mais en tout cas, ça peut amener de l'eau à votre moulin si vous suspectez ça. Et qu'est-ce qui peut faire diminuer le cholestérol ? Pareil, soit il y a des fuites, soit il y a un défaut de synthèse. Et les fuites, le plus souvent pour le cholestérol, elles sont digestives. Et l'insuffisance hépatique, c'est ça qui va provoquer majoritairement, non pas forcément un défaut de synthèse, mais un défaut dans son métabolisme qui fait qu'il va être mal mis en circulation et donc diminué. Calcium-phosphore, j'en parlerai rapidement aussi. On n'est pas là pour faire un cours sur la parathormone ou le rôle du tube digestif ou des reins, mais de la même façon, c'est des paramètres intéressants à avoir parce qu'on sait que ça peut être le reflet effectivement d'un dysfonctionnement de la parathormone, comme tous les ions. Ce qui peut les faire bouger, c'est soit il y a des pertes, soit il y a des gains qu'on n'a pas souhaités, soit il y a un déséquilibre hormonal au niveau des hormones qui les régulent, qui fait qu'on a un déséquilibre à ce niveau-là. Pour le calcium et le phosphore, l'hormone principale qui va les régir, c'est la PTH. On a aussi la calcitonine qui est censée faire rentrer le calcium dans les os. On a un rôle du tube digestif, des reins, des os dans leur métabolisme. Donc, c'est des paramètres qui peuvent vous donner des indices qu'il y a quelque chose qui se passe à ce niveau-là. Les mécanismes en soi, ils sont multiples. On a des interventions de la vitamine D qui agit à plusieurs niveaux, qui va être absorbée par le tube digestif, qui va être réellement finalisée au niveau des reins. Ça implique énormément de systèmes, mais calcium et phosphore, ce n'est pas des paramètres anodins. Quand il y a un déséquilibre, une anomalie au niveau de ces deux paramètres-là, soit c'est lié à l'âge de l'animal, soit il y a réellement un déséquilibre hormonal ou des fuites qui sont le plus souvent rénales ou digestives. Et pourquoi je ne rajouterais pas un iono ? Intéressant d'avoir un iono. Alors, je vais en parler un peu plus avant tout à l'heure, mais tout d'abord, je voulais juste vous parler de la pression osmotique plasmatique, qui est le petit paramètre qui apparaît des fois en bas et des fois pas. Il apparaît ce calcul-là quand la machine elle a suffisamment de paramètres pour pouvoir la calculer sur une même analyse. En fait, ce qu'on appelle l'osmolalité ou l'osmolarité, à peu de choses près, c'est la même chose. On va se baser sur l'anatrémie, la glycémie et l'urée ou le BUN pour la calculer. Et quand la machine elle a ces trois éléments-là, elle va vous faire le calcul de cette pression osmotique plasmatique. Alors sur le coup, on se dit oui, mais alors moi franchement, jusqu'ici, je ne m'en suis jamais servi, ça ne m'a jamais manqué, ce que je peux tout à fait entendre. Mais quand on sait s'en servir, ça peut être hyper intéressant. Ne serait-ce que quand on connaît à peu près les valeurs de base du chien et du chat, la pression osmotique plasmatique, en gros, elle vous permet de savoir, en gros, est-ce que mon animal il est sec ou est-ce qu'il est surhydraté. Et ça va être utile dans pas mal de cas. Déjà, quand on n'est pas sûr, par exemple, est-ce qu'il a la peau toute comme ça parce qu'il a 21 ans, le chat, et que, de toute façon, il n'a plus que la peau sur les os, ou est-ce qu'il est réellement déshydraté, ce chat ? Ça va nous aider. Quand les autres paramètres de l'hémato, de la bioche, nous font un petit peu osciller. Et puis, dans les cas de suspicion de diabète insipide, un animal qui boit comme un trou et qui pisse comme un trou, soit il est potomane, soit il a un diabète insipide, il a une densité urinaire inférieure à 1008. Il n'y a que ces deux pathologies-là, globalement, qui peuvent faire ce genre de manifestation. Et ce qui va nous permettre à ce stade de faire la différence entre un diabète insipide et une potomanie, ça va être l'osmolarité plasmatique. Pourquoi ? Parce qu'un animal qui est potomane, il boit énormément, c'est psychologique, il se dilue, et il va avoir une pression osmotique plasmatique qui va avoir tendance à être basse, il va être hypoconcentré, mais un diabète insipide, il est largement au-dessus de 300, voire même des fois à 350 parce qu'il est super sec, parce qu'il boit beaucoup, parce qu'il n'arrête pas d'uriner et que littéralement il se déshydrate. Et avoir cette donnée-là dans le diagnostic du diabète insipide, puisque maintenant on ne conseille plus tellement de faire les tests de restriction hydrique parce qu'il y a beaucoup de risques inhérents à ça, ça peut vraiment vous aider. Pourquoi la SDMA ? C'est un paramètre rénal de fonction rénale supplémentaire. Dans plus de 75% des cas, elle augmente avant la créate. Donc, c'est toujours
un outil de plus à avoir dans son sac. Et dans certains cas, elle peut même augmenter à partir de 25% de perte de fonction rénale. Donc avant la créate, quand elle augmente, c'est avant. Donc c'est toujours intéressant de pouvoir détecter au plus tôt une anomalie de la fonction rénale. NFS, pareil, toujours intéressant d'avoir ça dans un bilan pré-anesthésique parce que ça va nous permettre de détecter des choses qui ne se verront pas forcément à l'examen clinique sur un animal qui a l'air d'aller bien. Un anémié, alors à part si vraiment il a les muqueuses porcelaines et qu'il a un souffle cardiaque monstrueux, une anémie modérée, ça ne se voit pas toujours. Surtout si l'animal a l'habitude. Il y a des animaux qui sont anémiés de façon chronique, soit à cause de saignements chroniques, soit à cause d'hémolyses intermittentes ou cycliques, et vous ne le voyez pas à l'examen clinique. Les animaux polyglobuliques, de la même façon, ceux qui ont une hématocrite super élevée, un sang hyper visqueux, des muqueuses en général assez congestionnées, mais ce n'est pas forcément le cas, et qui un jour arrivent à 75% d'hématocrite en convulsant, mais on n'a rien vu arriver parce que jusque-là, tout allait bien. Ça peut se détecter à la faveur d'une numération formule sanguine. Et c'est pas, honnêtement, l'hyperviscosité sanguine et la polyglobulie, les gens consultent rarement en disant « Ah tiens, je trouve que mon chat, il a le sang un peu visqueux quand il s'est blessé » ou je trouve qu'il a les muqueuses vraiment congestionnées. C'est souvent des découvertes qu'on fait quand ils arrivent aux urgences parce qu'il y a des problèmes au niveau de la microcirculation cérébrale parce que le sang est devenu trop visqueux. Donc l'animal convulse ou qu'il a des troubles neuro, qu'il est complètement bizarre. De même, leucocytose et leucopénie, ça ne se voit pas forcément à l'examen clinique. Le comptage plaquettaire, une thrombopénie ne se voit pas forcément non plus à l'examen clinique. Je pense aux cockers avec le syndrome de Evans qui ont des thrombopénies à médiation immune, mais tant que ça reste au-dessus de 60, voire même des fois en dessous de 60, pour peu que ce soit un chien qui ne se blesse pas, c'est très souvent des découvertes fortuites. Et pour le coup, aller opérer un cocker qui a l'air d'aller super bien, sans avoir fait d'hémato, et que le cocker il est à 42 plaquettes, ça risque de saigner. Et c'est pas pour ça que les gens auront remarqué quoi que ce soit à la maison. Très souvent, c'est fortuit, les thrombopénies. L'anémie, je ne vais pas vous expliquer ce que c'est, mais globalement, les choses à garder en tête, c'est ce que je vous ai mis en bleu. Quand vous avez votre NUM, c'est les choses que moi, je regarde tout de suite. C'est des choses que je check inconsciemment pour me dire, OK, est-ce qu'il y a tout qui colle et est-ce que je passe pas à côté de quelque chose ? Gardons en tête qu'en gros, l'hématocrite doit représenter à peu près l'hémoglobine multipliée par 3, puisqu'en gros, dans une hématie, il y a 33% d'hémoglobine. Quand déjà ces deux chiffres-là, ils ne collent pas, c'est qu'il y a un souci, d'un côté ou de l'autre. Donc on vérifie que la valeur de l'hématocrite, elle colle avec la valeur de l'hémoglobine. De même pour les plaquettes, et ce qu'on appelle le plaquettocrite, dont je vais vous parler un petit peu parce que j'aime beaucoup ce paramètre-là. Le plaquettocrite, c'est comme l'hématocrite, mais pour les plaquettes. En gros, c'est le volume que représentent les plaquettes dans l'échantillon sanguin. Et là aussi, c'est intéressant. Pourquoi ? Il faut qu'on vérifie que le comptage plaquettaire, il colle avec le plaquettocrite. Parce que si, par exemple, j'ai très peu de plaquettes et un plaquettocrite super élevé, ça ne colle pas. Sauf si je suis un cavalier King Charles et que j'ai des très grosses plaquettes. Et ça, vous allez le contrôler avec le volume plaquettaire moyen qui est aussi donné par votre analyseur. Mais si ces trois-là ne collent pas, c'est qu'il y a un souci. Donc effectivement, chez le cavalier King Charles, on n'a pas beaucoup de plaquettes, mais elles sont très grosses. Donc vous aurez un comptage plaquettaire qui va être faible, vous aurez un plaquettocrite qui va être normal le plus souvent, et vous aurez un volume plaquettaire moyen qui va être très élevé. Et ça, c'est normal sur le cavalier King Charles. Chez quasiment, pas la totalité, mais chez énormément de cavaliers King Charles, c'est le cas. Ce qui nous rend un peu le travail compliqué quand on suspecte une thrombopénie à médiation immune, par exemple, ou d'origine infectieuse chez un cavalier King Charles, et qui a effectivement un peu de plaquettes, mais on ne sait pas si c'est lié à sa race ou si c'est lié à une maladie. Et le plaquettocrite ne va pas forcément être très affecté, parce que comme de toute façon elles sont très grosses, on ne peut pas trop s'y fier. Et donc des fois, c'est un peu joueur. Le volume globulaire moyen, pourquoi on s'y réfère ? Ça peut nous aider, par exemple, en cas d'anémie. Est-ce que j'ai juste peu de globules rouges, mais ils sont plutôt gros, et c'est pour ça que mon hématocrite, elle reste dans les clous, alors que j'ai quand même très peu de globules rouges. C'est intéressant d'avoir ce paramètre-là pour ça. C'est intéressant aussi de l'avoir pour les races asiatiques, je pense aux Shiba, aux Akita, qui ont une microcytose qui est d'origine raciale, et donc qui, de nature, ont des tout petits globules rouges. La quantité d'hémoglobine qui est présente dans les hématies, pourquoi elle est intéressante ? Parce que ça va nous permettre de savoir, en cas d'anémie notamment, si je suis sur du normochrome, avec une quantité normale d'hémoglobine dans mes hématies, ou sur une hypochromie. Hypochromie, ça veut dire que là, je commence quand même à arriver un peu au bout du rouleau. Ça veut dire que souvent, quand mes hématies, elles sont hypochromes, j'ai pas beaucoup d'hémoglobine dedans, et souvent en plus elles sont toutes petites parce que pour essayer d'être concentrées correctement, elles ont fait beaucoup plus de cycles de division qu'elles le pouvaient pour essayer d'obtenir une concentration normale. Quand on arrive au stade où on est avec un petit volume des hématies et en plus elles sont hypochromes, c'est que vraiment on commence à être vraiment carencé en fer, on a vraiment du mal à synthétiser son hémoglobine malgré des divisions cellulaires supplémentaires. Donc ça, c'est un paramètre qui est intéressant pour ça aussi.
La concentration corpusculaire moyenne en hémoglobine, ça c'est un paramètre qui est globalement calculé. Donc c'est surtout la quantité d'hémoglobine présente dans les hématies qui va nous intéresser. À noter qu'en cas d'hémolyse, on a une diminution du nombre des hématies et on a une hémoglobine qui peut augmenter parce qu'elle va être libre dans la circulation. Et on va avoir une élévation artefactuelle de la concentration corpusculaire moyenne en hémoglobine puisque c'est une valeur qui est calculée. La NFS, c'est sympa aussi parce que ça va nous donner les réticulocytes, c'est-à-dire les hématies immatures qui ont encore du réticulum à l'intérieur, qu'on peut voir quand on les colore au bleu de méthylène. Je me rappelle que quand j'étais résidente à Liège, pendant le week-end, on n'avait pas d'analyseur d'hémato parce qu'on envoyait tout au labo de la faculté. Et du coup, on faisait nous-mêmes nos lectures de frottis. C'était assez génial parce que du coup, ça nous a appris à lire les frottis et à se dépatouiller. Et on avait une coloration au bleu de méthylène et on colorait quand on suspectait qu'on voulait savoir s'il y avait des réticulocytes sur des anémies. On les colorait nous-mêmes parce que c'est assez facile à faire en fait. Et c'est vrai qu'on voit des jolis réticulums. Et bon, après voilà, chacun ses petits plaisirs pendant le week-end, mais c'est globalement assez sympa une fois qu'on l'a fait. C'est un indice de régénération, la réticulocytose. Et souvent, comme les réticulocytes, ils sont de grande taille, il faut augmenter le volume globulaire moyen. Donc ça, gardez en tête que c'est un facteur qui peut influer sur le volume globulaire moyen. Il y a des fois où on ne sait pas si l'anémie elle est régénérative ou pas parce qu'il n'y a pas encore des réticulocytes en nombre réellement augmenté dans la circulation. Mais si vous voyez que le VGM commence à augmenter, c'est peut-être bon signe. C'est peut-être que les hématies sont plus grosses et qu'elles commencent à arriver en circulation et qu'on va peut-être vers une régénération et c'est plutôt bon signe. Après, le problème, c'est que les réticulocytes, comme ils sont peu concentrés en hémoglobine, ils font baisser la concentration corpusculaire moyenne en hémoglobine. Donc, s'il y a présence de réticulocytes, rappelez-vous que ça peut jouer sur ces deux paramètres-là, le VGM et le HCM. En quoi ça peut être intéressant d'avoir une NUM ? Ne serait-ce que des fois pour savoir si on est face à une formule de stress, avec une neutrophilie, monocytose et les éosinos et les lymphos en dessous. Alors, il y a rarement ces 4 facteurs associés, mais c'est intéressant de l'avoir parce que sur un animal sous cortico ou excessivement stressé, ça peut jouer. Alors, pas dans des magnitudes qui vont faire que vous ne pouvez pas être à 70 000 blancs, à 70 000 neutraux parce que vous êtes en formule de stress. Il y a forcément autre chose. Mais quand on est encore proche des valeurs usuelles, mais que ça commence à sortir des clous, gardez ça en tête, c'est possible. De même qu'une formule de stress inversée, c'est-à-dire tout ça, mais inversé, peut vous orienter sur un Addison. Parce que c'est exactement l'effet inverse. Là, on n'a pas assez de cortico. Et donc, en général, ça va avoir l'effet totalement inverse sur tous ces paramètres-là. Ça peut être des signes d'appel. Même si, là encore, on a rarement les 4 réunis. L'analyse d'urine, pourquoi j'en parle ? Parce qu'en fait, c'est assez facile à faire, une analyse d'urine. Et en fait, c'est quasiment aux US, ça fait partie de l'examen clinique. Je sais que quand je suis rentrée en France, mon mentor, il venait des US et en fait, quand on faisait l'examen clinique de l'animal avant de lui apporter le cas, à l'accueil, les filles avaient pour consigne d'avoir un petit haricot, de le donner aux gens. Alors, pas sur les chats, mais sur les chiens. Les propriétaires partaient avec le chien, lui faisaient faire pipi, ils nous ramenaient l'urine et on faisait une analyse d'urine. Et quand on présentait le cas, l'analyse d'urine faisait vraiment partie de l'examen clinique. Et c'est vrai que c'est tout con l'urine, mais ça permet quand même d'avoir pas mal de données sur la couleur, le pH, est-ce qu'il y a des protéines dedans, est-ce qu'il y a des corps cétoniques, est-ce qu'il y a du glucose. Et c'est quand même des signes d'appel de pas mal de maladies. Je pense notamment à la glucosurie, c'est des signes d'appel de lepto, des fois de Cushing. Est-ce qu'il y a des protéines ? Est-ce qu'il y en a beaucoup ou pas ? Est-ce que du coup je vais faire un RPCU parce que j'ai une densité assez basse et j'ai beaucoup de protéines, donc ça a quand même l'air d'être réel. Et donc c'est des infos faciles sur un test qui ne coûte pas très cher pour les gens. Et ça permet des fois même d'orienter déjà les examens qu'on va faire après avec une analyse d'urine. Donc effectivement, même si sur les chats c'est moins facile, c'est dommage de s'en priver. Et dans un bilan pré-anesthésique, ça permet des fois d'avoir des infos qui vont nous permettre de dire peut-être que dans ma prise de sang, j'ai pas besoin de mettre ça. L'urine, elle est correctement concentrée. J'ai rien qui m'indique une infection urinaire ou autre chose. Je vais peut-être pouvoir me passer de faire tel ou tel paramètre. Ça peut. En tout cas, quand on est face à un propriétaire qui n'a pas beaucoup de budget, il y a des fois, il faut choisir. La glucosurie, pour revenir brièvement dessus, c'est majoritairement un reflet de la fonction tubulaire. Ça peut être un reflet du stress aussi. D'ailleurs, je vous ai mis en bleu le seuil à partir duquel on peut s'attendre à une glucosurie. Vous voyez que chez le chien, le seuil est un petit peu plus bas que chez le chat. Chez le chat, il faut monter un peu plus haut quand même avant d'avoir une glucosurie. Donc gardez en tête que l'urine d'un chat qui attend depuis 5 heures dans la salle d'attente, s'il y a un peu de glucose dedans, ça peut être compréhensible. Globalement, dans les maladies qui peuvent engendrer une glucosurie, hormis le diabète sucré, la lepto, le syndrome de Cushing, le syndrome de Fanconi. À peu près.
Je vous l'ai dit tout à l'heure, seule la bilirubine conjuguée est détectée par la bandelette urinaire. Donc il n'y a que celle-là que vous pourrez doser. Intéressant de savoir que la bilirubine, elle augmente souvent dans l'urine, avant le sang, parce qu'elle est filtrée librement. Et c'est un reflet, là encore, de cholestase quand vous en voyez sur la bandelette, parce que c'est la bilirubine conjuguée que vous voyez sur la bandelette. Attention, chez le chien, on peut la retrouver en petite quantité dans des conditions physiologiques. Petite quantité, 1 plus, peut-être 2 plus, mais pas plus que ça. Et 2 plus de bilirubine sur une densité urinaire à 1015, c'est pas normal. Autant sur une densité à 1035, 1040, on se dit, bon, il a le droit d'avoir 2 croix de bili, pas sur une densité basse. Qu'est-ce qui se passe quand il y a hémolyse ? Quand il y a hémolyse, la bilirubine non conjuguée, elle est relargie dans la circulation et elle n'est pas hydrosoluble, donc elle ne va pas être éliminée par les urines. Il faudra absolument qu'elle passe par le foie à un moment ou à un autre. Même si le foie est débordé, de toute façon, elle ne sera pas éliminée tant qu'elle n'a pas été conjuguée. Par contre, en cas d'hémolyse, vous n'aurez peut-être pas de bilirubine dans les urines, mais vous pouvez avoir de l'hémoglobine. Et ça, vous le verrez après la centrifugation. C'est ça qui va donner la couleur rosée des urines. A contrario, les hématies, elles, tomberont au fond dans le culot et vous aurez vraiment un surnageant qui va être vraiment bien jaune. Quand il y a de l'hémoglobine, il va être rose. Pourquoi faire un ionogramme ? Parce que, de toute façon, ça revient toujours normal. Là, je vous dis vraiment ce que j'entends tout le temps, et c'est vrai que je l'entends, et c'est OK. Enfin, je veux dire, moi, la première, il y a des fois, je vous dis, oui, je ne vais pas m'enquiquiner à faire un iono, parce que là, il y a très peu de chances que ce soit normal, puis très franchement, je ne vois pas bien ce que je vais faire, en plus, s'il n'est pas normal. De toute façon, je ne sais pas quoi faire en cas d'anomalie, et puis surtout, je ne sais surtout pas à partir de quelle valeur il faut que je m'inquiète et que j'agisse. Donc au final, je préfère pas le faire. Et puis en plus, il faut bien dire que dans l'immense majorité des cas, ça se passe toujours très bien, même si on ne fait pas de iono. Malgré tout, j'espère que quand vous aurez vu les dias suivantes, vous aurez envie d'en faire des ionos, parce que c'est super intéressant. Déjà, sur l'étude qu'on a faite, même chez les jeunes, vous avez vu que dans 10 à 14% des cas, il y avait des anomalies. Je ne dis pas que forcément, c'est des choses qu'il va falloir traiter, mais pour vous dire que c'est pas fréquent, les anomalies du ionogramme. C'est pas, honnêtement, on s'y attend. Sur un jeune chat, dans 14% des cas, on risque d'avoir quelque chose qui sort des clous. Pas forcément quelque chose sur lequel il faudra intervenir, mais ça sort des clous. Chez les matures, les adultes, on reste toujours, c'est à peu près, peu ou prou, les mêmes pourcentages que chez les jeunes. On tourne autour de 14%. Par contre, chez les animaux âgés, chez les chiens notamment, il y a quasiment un cas sur 4 qui risque d'avoir des anomalies à ce niveau-là. Donc ça vaut le coup. C'est bien sûr lié au fait qu'il y a souvent des anomalies rénales ou d'autres pathologies qui influent dessus, mais du coup, ça vaut le coup d'avoir ces valeurs-là. Donc on l'a vu, c'est intéressant pour la pression osmotique plasmatique. Les gros régulateurs des ions, globalement, moi c'est ce que je me dis dans ma tête à chaque fois que j'ai un problème sur un ion. En gros, les régulateurs de ces ions, c'est soit le tube digestif et les reins, par le biais desquels je peux avoir soit de la perte, soit du gain, et les hormones. Et quand je parle des ions qu'on met dans le fameux light cat, c'est-à-dire les petites plaquettes pour les ions, sodium, potassium, chlore, en gros, la seule hormone qui pourrait agir dessus, c'est l'aldostérone. Donc en gros, quand il y a une anomalie à ce niveau-là, je me dis tube digestif, rein, aldostérone. Et déjà, ça oriente là où je vais aller voir. Pourquoi faire un ionogramme ? Pour tout ça. Parce que mine de rien, tout ça, le ionogramme peut vous éviter pas mal de soucis, vous permettre aussi, pas forcément de diagnostiquer, mais d'avoir une orientation diagnostique et de savoir ce que vous allez faire par la suite. Bien sûr, ça permet d'avoir aussi des valeurs de base, et ça, c'est quand même super intéressant. Je vais vous expliquer après pourquoi. Mais dans tous ces cas de figure, vous avez besoin d'un iono. Je ne vous dis pas que tout se passera mal et que tout le monde va mourir si vous n'avez pas d'iono, mais dans tous ces cas, c'est super intéressant d'avoir un iono. Et je vais vous expliquer pourquoi. Les ions sont partout, mais vraiment partout. On est des ions. On n'est que des petites molécules chargées et on a des ions qui circulent partout en permanence. Nos cellules communiquent, émettent des signaux électriques à l'aide d'ions qui rentrent, qui sortent, qui circulent. On en a partout. Ça paraît assez fou de faire un bilan biochimique sans mettre les ions dedans. Et je pense que le tort qu'on a eu jusqu'ici, même quand j'étais à l'école véto, même si ça commence à dater, le iono, il était toujours à part. On parlait biochimie, on parlait hématologie, et à côté de ces deux-là, il y avait le iono. Mais en fait, le iono, en soi, il fait partie du bilan bioche. Et je pense que c'est une erreur de le mettre toujours à part. S'il était inclus directement dans les bilans biochimiques et qu'il n'est pas coché ou pas, si vous voulez un ionogramme en plus, on est des ions. C'est aussi important de savoir ce qui se passe au niveau ionique que savoir ce qui se passe au niveau rénal ou hépatique. On ne peut pas s'en passer de ces ions. Et c'est vraiment culturel. Je ne sais pas comment c'est ailleurs en Europe ou aux US, mais j'ai l'impression qu'en tout cas en France, le iono il est toujours séparé du reste. Et à mon sens, c'est une erreur. Pourquoi je veux parler de valeurs de base ?
Imaginez que l'animal, il vient en bonne santé pour sa castration, son ovario, pour de la dentisterie. Il n'y a pas eu de bilan pré-anesthésique ou il n'y a pas eu de Yono, tout s'est bien passé. Il revient 6 mois plus tard, il est fatigué. Ça pourrait être un Addison, ça pourrait être autre chose, ça pourrait être rénal, bref, il est bizarre, il y a quelque chose qui se passe. Je fais un ionogramme, j'ai des anomalies, c'est pas fou, mais c'est quand même pas dans les clous. Et je ne sais pas si je peux relier ce Yono, potentiellement, à l'état clinique de l'animal. Si j'ai des valeurs de base d'il y a 6 mois, je vais pouvoir comparer. Je vais pouvoir me dire, OK, oui, il y a 6 mois, c'était déjà pareil, et il allait bien. Donc, ce n'est pas là-dessus qu'il faut que je m'oriente, je vais aller chercher ailleurs. Si je n'ai pas de valeur de base d'il y a 6 mois, je ne sais pas si, effectivement, ces valeurs un peu limites, ça pourrait participer aussi à une clinique ou pas. Alors, c'est sûr que je suis bien d'accord que c'est dur de vendre aux propriétaires. Bon, il va super bien, votre chien, mais j'aimerais bien avoir des valeurs à 1 an. Comme ça, moi, je pourrais comparer tout au long de sa vie. Mais si on a l'occasion de faire ça à la faveur d'un bilan pré-anesthésique, qu'on a le budget pour aussi, parce que je suis bien consciente que ajouter un Yono, c'est rajouter des coûts, c'est comme pour n'importe quel paramètre bioche, c'est pas valable que pour les ions. Avoir les valeurs de base quand l'animal va bien, ça peut vous permettre de pas perdre de temps et de pas partir dans une mauvaise direction quand il revient et qu'il va pas bien et que je sais pas en fait d'où il partait. Le Yono, pourquoi ? Pour adapter ma fluido. Pourquoi je vous ai mis cette dia ? C'est parce que c'est une super conf qui a été faite par Anaïs Gauthier et il y a tout sur la fluido. Comment l'adapter, comment la doser, comment la complémenter. Elle est en libre accès sur Internet. Vous tapez le titre et vous tombez sur le PowerPoint. Et elle est juste géniale, cette conf. Il y a plein de petits tips pour la fluido et je la trouve très, très bien faite. Le Yono, il y a notamment une partie sur le Yono où effectivement ça va nous aider à choisir quelle soluté on utilise, est-ce que je complémente ou pas, évaluer le statut d'hydratation, l'osmolarité, je vais adapter mon débit. Donc oui, un Yono avant de perfuser, dans le meilleur des mondes, c'est indispensable. Après, on ne le fait pas toujours, il n'y a pas de souci, mais normalement, avant de perfuser, on devrait pouvoir avoir un Yono à dispo. En cas de vomissement, diarrhée, on a dit lésion. Les pertes, souvent, elles peuvent se faire par le tube digestif et les reins. En cas de vomissement et de diarrhée, c'est hyper intéressant d'avoir un Yono. Alors, je ne vous dis pas sur la mamie qui arrive paniquée avec son carlin qui a vomi une fois parce qu'il a mangé la croquette de travers, mais le chien qui vient parce qu'il vomit de façon assez récurrente, il vomit de façon chronique, ouais, un Yono. Déjà parce que ça pourrait être un Addison et aussi parce qu'il faut voir si ces vomissements ne sont pas en train d'influer sur son équilibre hydroélectrolytique. Pareil, ça va permettre aussi d'évaluer l'hydratation d'un animal qui vomit de façon chronique. Est-ce qu'il y a des pertes ? Est-ce qu'il y a une hémoconcentration ? Ça va permettre de complémenter, d'ajuster, de rééquilibrer le cas échéant. Dans un cadre de vomissement diarrhée, de perte liquidienne, un Yono, c'est vraiment intéressant. Les cas de faiblesse, apathie, fatigue, essoufflement, oui, parce que ça pourrait être un Addison, ça pourrait être une cardiopathie, ça pourrait être un trouble de la conduction musculaire, ça pourrait être un trouble neurologique. Et le point commun de tous ces troubles-là, ce sont les ions. Petit rappel, parce que c'est joli. Mais en gros, milieu extracellulaire, milieu intracellulaire, les 2 ions qui prédominent à l'extérieur, c'est le sodium, à l'intérieur, c'est le potassium. Et vous le savez que quand il y a des transferts d'ions d'un milieu à un autre, c'est ça qui va provoquer des potentiels d'action et qui va permettre aux cellules de communiquer, de se contracter. Okay ? Donc dans tout ce qui est cardiaque, dans tout ce qui est contraction musculaire au sens large, on a besoin des ions. On ne peut pas avoir une cellule qui se contracte et qui se repolarise sans lésion. Donc tout ce qui est cas de faiblesse, apathie, troubles potentiels neuromusculaires ou cardiaques, on a besoin vraiment d'un ionogramme. C'est difficile de ne pas imaginer en faire un. Bien sûr, là je parle dans le meilleur des mondes, on fait au cas par cas avec ce qu'on a sous le nez, avec les propriétaires, avec les moyens qu'on a, mais pour vous dire que voilà, le ionogramme, c'est pas juste pour se faire plaisir. Ça sert vraiment partout. Un suivi de traitement, vous allez anesthésier un chien qui est sous traitement. C'est quand même bien de savoir où il en est, parce que tout ce qui est diurétique, tout ce qui est traitement du syndrome de Cushing, traitement de l'Addison, IECA, ont des répercussions possibles sur le ionogramme. Et avant d'anesthésier un animal qui est sous traitement, on veut être sûr qu'on est équilibré à ce niveau-là, ou qu'il ne va peut-être pas falloir gérer ça pendant l'anesthésie, complémenter le cas échéant. Le chat bouché, bilan pré-anesthésique du chat bouché, il nous faut un Yono. Alors pareil, on a tous, moi la première, quand j'ai commencé à faire des gardes à l'époque, ils étaient moins regardants, j'étais en 2e année, j'ai anesthésié du chat bouché sur un coin de table, qui se sont réveillés par miracle, voilà, j'en ai jamais tué heureusement, mais voilà, il y a des fois on peut pas, il y a des fois on n'a pas le temps, il y a des fois on n'a pas le budget, il y a des fois on fait comme on peut, mais un ionogramme sur un chat bouché, oui, parce que s'il est en hyperkaliémie, c'est potentiellement pas très bien, ni pour son rythme cardiaque, ni pour son anesthésie. Globalement,
dans les données qu'on a à peu près, on sait que, heureusement, dans l'immense majorité des cas, ils sont à moins de 6 quand ils arrivent, mais il y a quand même une bonne autre partie, 12 et 12%, qui sont entre 7 et 10 à l'arrivée. Donc effectivement, sans forcément faire de iono, déjà à l'auscultation, on va pouvoir potentiellement entendre une potentielle bradycardie et dire aux gens, je ne vais pas l'anesthésier tout de suite, je vais lui faire une cystosynthèse, je vais essayer de le rééquilibrer, j'essaierai de le sonder plus tard. Puis des fois, la bradycardie, elle n'est pas si évidente. Qu'est-ce qui va se passer au niveau du cœur, justement? On a coutume de dire que l'hypercalémie, c'est comme si vous preniez votre QRS et que vous l'étiriez des deux côtés en tirant un petit peu sur l'onde T. Globalement, ça fait un truc qui est beaucoup plus aplati avec une onde T qui est beaucoup plus haute. Et bien évidemment, idéalement, on va corriger l'hypercalémie avant l'anesthésie générale. Si elle est importante, si on sort un tout petit peu des clous, je ne dis pas que ça va vous tuer le chat, mais idéalement, on corrige avant d'anesthésier. On va d'abord stabiliser la conduction cardiaque. Ouais, je n'ai pas résisté au plaisir de vous mettre les petits potentiels d'action parce que je trouve ça cool. Vous l'aurez dans le PDF. Pourquoi on stabilise d'abord? Parce qu'il va falloir qu'on diminue cette excitabilité, qu'on renormalise tout. Et là, on va utiliser du gluconate de calcium. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il va venir contrecarrer les effets de l'hypercalémie. Globalement, quand vous êtes en hypercalémie, vous avez votre potentiel de repos qui va être plus haut. Donc une cellule qui va s'exciter plus vite. Et heureusement, si vous lui injectez du calcium et que donc vous augmentez la calcémie, ça va faire monter le seuil de repos, le seuil de déclenchement du potentiel d'action de la cellule. Donc globalement, on décale l'intervalle, mais l'écart entre le potentiel de repos et le seuil de déclenchement du potentiel d'action reste le même. Donc on va contrecarrer les effets de cette hypercalémie. C'est ça le but du gluconate de calcium. Sauf que là, j'ai peut-être stabilisé le cœur, mais je n'ai pas réglé mon hypercalémie. Là, je suis juste en train de stabiliser la conduction cardiaque. Si je veux diminuer ma calémie, j'ai plein de possibilités. Il va falloir que je fasse rentrer ce potassium dans les cellules. Donc, soit je balance du glucose ou équivalent pour qu'il rentre en même temps que le potassium. Et si je veux même aider mon glucose à rentrer dans les cellules avec le potassium avec, je vais mettre un petit peu d'insuline. Comme ça, je suis vraiment sûre que tout le monde entre. Je vous ai mis les protocoles à la fin. Et puis, en post-obstruction, vous avez fait votre bilan pré-anesthésique, anesthésiez votre chat, il est sondé, il est en diurèse post-obstructive, il fait pipi au large. Pareil, vous allez avoir besoin du ionogramme pour savoir comment il s'adapte à tout ça. Est-ce que cette diurèse n'engendre pas des déséquilibres hydroélectrolytiques? On monitore et on supplémente même des fois en potassium si nécessaire. Donc besoin du iono. Maladie rénale, là pareil, je ne vais pas enfoncer des portes ouvertes. On l'a dit, lésions, les pertes sont souvent digestives et ou rénales. En cas de maladie rénale, le plus souvent mais pas systématiquement, on a hypercalémie, hyponatrémie. Mais tout est possible au niveau des ions, selon comment les reins fonctionnent ou non. Est-ce qu'ils ont tendance à trop laisser passer? Est-ce qu'ils ont tendance à faire de la rétention? Tout est possible au niveau ionique. Mais globalement, le plus souvent, c'est ça qu'on rencontre. Et il est difficile, à mon sens, d'aller anesthésier ou suivre un patient qui souffre de maladie rénale sans avoir une vision claire de son iono. Ça va vraiment avec les paramètres rénaux pour le coup. Diabète sucré, pourquoi on a besoin d'un iono? Parce que, en l'absence d'insuline, le glucose, il n'entre pas dans les cellules. C'est l'inverse du petit schéma que je vous ai montré tout de suite. Il n'y a pas d'entrée concomitante de potassium et on a un potassium qui va s'accumuler dans le milieu extracellulaire. On va avoir des effets sur les cotransporteurs, on va avoir une acidose qui va être même renforcée par la présence potentielle de corps cétonique. Globalement, le diabète sucré engendre des déséquilibres électrolytiques. Donc pareil, on a un animal diabétique, qu'on doive l'anesthésier ou non, c'est toujours intéressant d'avoir un iono. Qu'est-ce qu'on a le plus souvent comme schéma dans le diabète sucré? Le plus souvent, là encore, c'est pas systématique, mais le plus souvent, ce qu'on a, c'est une hyponatrémie, hypochlorémie, hypocalémie. Le plus souvent, tout est en hypo. Maintenant, ça peut varier. Tout dépend de l'état d'hydratation. Est-ce que l'animal est dans un état hyperosmolaire? Est-ce qu'il y a un gros déficit en insuline? Souvent, l'hypocalémie, elle va être révélée après le traitement à l'insuline. Et on va avoir aussi une hyponatrémie de dilution, parce que comme le glucose, il attire l'eau dans le milieu extracellulaire, une fois que ça va être rééquilibré, on peut avoir des modifications du ionogramme suite à la mise en place du traitement. Donc le iono, c'est avant, pendant, après sur un diabétique. Soins intensifs, pareil. De toute façon, tout animal qui arrive en soins intensifs dans un état d'urgence, convulsion, choc, trauma, coup de chaleur, un iono. La natrémie, souvent, elle va même guider le choix du soluté. Notamment, si elle est à plus de 165, on va éviter le NaCl. Si elle est à moins de 125, on va se dire, bon, oui, ça, au moins, on peut y aller. Donc, oui, dur d'avoir un cas de soins intensifs sans iono et sans gestion potentielle de l'hypercalémie qui peut être là ou non. Petit focus sur les troubles du rythme cardiaque pour vous dire que, en fait, je vous ai juste mis ça pour vous montrer qu'il y avait, pareil, les ions dans une contraction cardiaque. On en a vraiment besoin. On a besoin du sodium, du calcium, du potassium. Et tout ça
avec ses entrées et ses sorties qui sont vraiment hyper finement régulées, ça participe au bon fonctionnement. Donc effectivement, dès qu'il y a le moindre déséquilibre là-dedans, ça peut venir vraiment affecter le rythme cardiaque et la conduction. Vous voyez, en gros, vous voyez en bas ces mouvements d'ion répercutés sur le potentiel d'action. Voilà ce que ça donne au niveau du potentiel d'action. Là, je vous l'ai dit tout à l'heure, l'hypercalémie, voilà ce que ça engendre sur le potentiel d'action et sur votre complexe QRS qui s'étire avec une onde T qui a tendance à être un peu plus pointue. Ça, c'est pour l'hypercalémie. La calcémie, ça fait quoi? Au milieu, c'est un QRS normal, j'allais dire. Quand on est en hypercalcémie, il a tendance un petit peu à se rassembler sur lui-même et l'hypocalcémie a tendance à l'étirer. On espace un peu toutes les ondes. C'est le genre de profil très, très schématisé que ça peut entraîner. Et voilà le genre de potentiel d'action que vous pouvez voir sur votre ECG. Pathologie endocrinienne, évidemment, on a besoin d'un iono aussi. Troubles au niveau de l'aldostérone, je pense à l'hyperaldostéronisme chez le chat âgé. C'est pas si rare que ça. Et alors, pareil, c'est pas forcément clinique. Mais effectivement, on peut se retrouver avec un bilan sur un chat âgé qui, par ailleurs, va bien. On lui a pas spécialement pris la pression artérielle, mais il n'a pas non plus des hémorragies rétiniennes de dingue. Et on se retrouve avec un chat qui a une natrémie très élevée et qui est hypocalémique. Et ils n'arrivent pas forcément avec la nuque complètement rétroversée, etc. Ils peuvent ne pas être cliniques de ça, parce qu'ils ne sont pas forcément dans des valeurs qui sont dangereuses. Mais l'aldostérone, ça se dose assez facilement aujourd'hui en labo et ça permet d'en diagnostiquer quelques-uns et de les mettre sous traitement. De toute façon, c'est toujours normal, et tant mieux. Un résultat normal, c'est un résultat. De même que quand on fait un bilan pré-anesthésique et qu'on mesure urée-créate, c'est le plus souvent parce qu'on s'attend à ce que ça revienne normal. On fait ça pour se rassurer en disant « Ok, je peux l'anesthésier, le bilan pré-anesthésique est normal ». Donc, c'est pas plus grave que le iono soit normal aussi. Parce qu'une fois, il y a un confrère qui m'a dit « Mais de toute façon, moi, je le fais pas, ça revient toujours normal, donc je le fais pas. » Je dis « Oui, mais quand tu fais ton bilan bioche pré-anesthésique, tu t'attends à ce que ça revienne normal, tu te dis pas « Ah bah merde, j'aurais mieux fait de pas le faire parce que c'était normal. » Tu es bien content qu'il soit normal. Le iono, c'est pareil. Et vraiment, à mon sens, il fait partie du bilan bioche. S'il est normal, tant mieux. Ça fait partie du bilan bioche. On a des ions partout, c'est pas parce qu'il est normal qu'on aurait mieux fait de pas le faire. Un résultat normal, c'est un résultat et c'est un chouette résultat. Ça veut dire que bon, on peut y aller, globalement, on a à peu près pris les précautions de base. Par contre, si je trouve une anomalie, je fais quoi? Parce que c'est aussi, des fois, on se dit, oui, c'est bien beau, j'ai fait mon bilan, mais là, j'ai un truc qui sort des clous, je ne sais pas si ça vaut le coup que je m'y attarde. Je ne sais même pas, d'ailleurs, qu'est-ce que j'en fais de cette anomalie-là. Est-ce que j'ai les moyens d'intervenir? Est-ce que je dois toujours intervenir? Avant toute chose, je vous ai mis en bleu l'artefact potentiel de la contamination EDTA qui engendre vraiment des hyperkaliémies, mais vraiment importantes. Il y a des fois des confrères ou des consoeurs qui m'appellent parce qu'on est à plus de 10 en kaliémie, en me disant « Waouh, qu'est-ce qui se passe ?» Je dis « Il devrait être mort ou pas loin. » Ils disent « Non, il pète le feu. » Je dis « Alors, je pense que c'est vraiment de la contamination par le DTA. Ce qui peut se passer quand vous remplissez votre tube d'hémato avant le tube bioche, ce qui est toujours conseillé parce qu'on n'a pas envie que les cellules s'abîment, on veut une belle hémato, donc on remplit souvent d'abord le tube hémato. Les vapeurs de DTA, sans forcément toucher le tube avec l'embout de la seringue, parce que ça, quand on touche les parois du tube, on peut contaminer sa seringue avec de l'EDTA, mais même les vapeurs peuvent contaminer votre prélèvement. Et le DTA, dans un prélèvement de biochimie, ça engendre des hypercalémies, qui peut être vraiment majeures. Donc la première question souvent que je pose, c'est il est comment l'animal? Si on me dit pète le feu, il est supérieur à 10 en calémie, c'est que c'est pas ça. Mais par contre, effectivement, alors supérieur à 10, il ne doit vraiment pas être brillant, mais en général, je m'attends vraiment à ce que l'animal soit vraiment mal, pour le coup, si c'est réel. Je vous ai fait des fiches SOS, c'est les miennes, c'est celles qui sont accrochées, enfin scotchées à l'intérieur des placards à la clinique. En gros, voilà, à partir de quelle valeur je commence à me dire « Waouh, il faut que je m'y attarde ». Ça, c'est la fiche pour l'hypercalémie. À partir de quand elle est modérée, à partir de quand elle est majeure et à partir de quand je fais quoi. En gros, si j'ai des modifications de mon ECG ou de mon auscultation, que je suis supérieure à 8, je vous ai remis les protocoles, gluconate de calcium pour stabiliser la fonction cardiaque, comment je le fais, et puis ensuite, le protocole avec les cristalloïdes, et puis si je fais mon protocole glucose, insuline. Là, pareil, vous aurez tout dans le PDF, vous pourrez vous les imprimer, parce que ça sert toujours. Parce qu'honnêtement, souvent, ces cas-là arrivent à un moment où on n'a pas le temps, où on n'a pas du tout ni le temps ou plus du tout de cerveau pour aller se faire des calculs, complémenter et tout. Moi, la première, je déteste en fait me mettre dedans. Et du coup, ces fiches-là, je les regarde, je les lis et je les applique. Et j'avoue que des fois, ne pas réfléchir, ça fait un peu de bien. Surtout quand on est dimanche et qu'il est 17h. Ça, celle-là, c'est celle que je me suis faite pour les complémentations, pour vraiment avoir le moins possible à réfléchir. C'est-à-dire qu'en fait, selon
votre kaliémie sur la gauche, selon le volume de la poche que vous utilisez, selon le soluté, si c'est du NaCl en haut en vert ou du Ringer en bas en rose, et ce que vous avez comme KCl pour complémenter, soit à 10%, c'est la valeur de gauche, soit à 20%, c'est la valeur de droite, ça vous donne directement le nombre de ml que vous mettez dans votre poche. Et franchement, ça c'est pareil, ça évite de faire beaucoup de calculs quand il faut complémenter une perf. Toujours en fonction de votre kaliémie. Le sodium, est-ce qu'on s'inquiète? Oui, quoi, quand? Globalement, le sodium, alors c'est vrai qu'avant qu'on fasse des bons, on attend un peu plus. Les signes cliniques, souvent, on n'en a pas avant des valeurs à 170 millimoles par litre en aigu. Et en chronique, en général, c'est très bien toléré. Donc, c'est souvent une découverte fortuite, d'où l'intérêt du ionogramme. Le soluté, en général, qu'on perfuse, ça va être du Ringer lactate. Et on va surveiller, effectivement, que ça ne diminue pas trop vite parce qu'on risque des troubles neurologiques. Parce que les cellules du cerveau, elles s'adaptent. Elles vont s'adapter à la concentration. Si on est en hypernatrémie, elles vont sécréter des osmoles pour être concentrées de la même façon que le milieu extracellulaire, sinon elles vont se lyophiliser, vu que l'eau va partir pour aller essayer de diluer le milieu extracellulaire. Et si d'un seul coup, vous diluez à fond votre milieu extracellulaire, vos cellules nerveuses, elles sont pleines d'osmoles qui attirent l'eau, vous leur balancez de la fluide d'eau trop vite, elles vont gonfler, vous allez avoir un énorme œdème cérébral. Et ce sera exactement l'inverse en cas d'hyponatrémie, si vous la corrigez trop vite, vous allez dessécher vos cellules nerveuses. Quand est-ce qu'on s'inquiète pour l'hyponatrémie? Pareil, je vous ai mis les valeurs à peu près à partir desquelles on commençait à se dire que bon là, va falloir un peu faire quelque chose. Et comment réagir et comment surveiller? Alors le chlore, c'est vrai qu'on en parle peu parce que c'est vrai, et c'est pas bien, mais j'ai souvent tendance à dire c'est vrai que le chlore, on s'en fout un peu parce que alors avant qu'il ait des réels effets sur la clinique de l'animal, j'ai jamais vu des chiens mourir d'une hyperchlorémie ou d'une hypochlorémie où il y avait autre chose avec. Enfin, c'est rarement. Mais le chlore, c'est quand même super utile. On ne l'aime pas, mais ça nous aide à interpréter le sodium. Globalement, comme tous les ions, soit il y a une perte ou un gain en eau, que ce soit par les reins, le tube digestif ou autre. Et dans ces cas-là, le sodium, il va toujours évoluer avec le chlore. Par exemple, quand vous avez la diarrhée, vous perdez les deux. Soit vous gagnez les deux, soit vous perdez les deux. C'est si ça évolue en sens inverse que là, on se dit ça peut être intéressant parce que j'ai peut-être un déséquilibre acido-basique et il va falloir que je le corrige. Et si je veux être sûre, parce que c'est pas évident de se rendre compte des fois sur l'analyse si réellement le chlore et le sodium évoluent réellement en sens inverse, du coup, pour être sûr, on calcule la chlorémie corrigée. Je vous ai donné la petite formule. Et une fois que vous avez calculé ce chlore corrigé, là, vous pouvez vraiment savoir si votre chlore il évolue dans le même sens que le sodium ou pas. Et du coup, soit ce déséquilibre résulte d'une perte ou d'un gain en eau, et votre Na, votre sodium, y suit, soit ça n'évolue pas dans le même sens, et là, il y a un déséquilibre acido-basique. Et là, on va aller chercher d'autres causes, des maladies rénales, du diabète, etc. Globalement, il y a quand même peu de signes cliniques associés avec les hypos et les hyper. C'est très rare, c'est rarement majeur. Juste, on se dit, bah voilà, si je suis en hyperchlorémie, j'évite le NaCl. Mais globalement, c'est encore dur de tuer un animal, même un peu hyperchlorémique, avec du NaCl. En résumé, parce que c'est l'heure du résumé, quelles que soient les analyses, tant qu'on est convaincu de leur intérêt, c'est toujours facile de les justifier. Maintenant, ce n'est pas forcément facile pour les gens de trouver du budget, on est bien d'accord. Mais on a plus de chances d'arriver à les faire si on est vraiment convaincu qu'on les fait pour les bonnes raisons et surtout qu'on sait les interpréter avec leurs limites. Parce qu'une analyse, un paramètre, c'est jamais ce qui va vous donner la clé d'une pathologie. Les paramètres, c'est comme pour tout, plus on en a, plus c'est chouette, parce que plus on a d'infos, plus on a une vision claire et globale du cas, plus on a de pièces à mettre dans notre puzzle. Et puis il y a la réalité, avec les propriétaires devant nous, qui sont venus en consultation de nuit, qui n'ont pas un rond, qui aimeraient faire le maximum, et on fait ce qu'on peut dans la vraie vie. Mais si déjà on est assez convaincu que ce paramètre-là ou ces paramètres-là, on en a besoin, ce sera quand même plus facile, entre guillemets, de les vendre aux gens en disant franchement, j'aimerais vraiment faire ça, parce que je pense vraiment que ça peut aider votre animal. Quand on n'est pas sûr si ça peut vraiment être utile, bah c'est clair qu'on aura tendance à vite les évacuer. Un résultat dans les valeurs usuelles, c'est un résultat. C'est tant mieux, c'est cool, ça nous fait une valeur de base. Le iono fait partie du bilan biochimique, vraiment. Et si on sait interpréter ces résultats et adapter sa démarche en fonction, ce sera la clé de ça. Et chaque paramètre, ça vaut toujours le coup des fois de se remettre un peu dans la tête les petits tips au sujet de chaque paramètre, parce que c'est là aussi qu'on va être convaincant, c'est là aussi qu'on pourra agir, et aussi que finalement on fera peut-être gagner des sous aux gens. Ça nous évitera de nous lancer dans des tests ou dans des examens ou dans des hypothèses qui vont nous égarer. Donc on peut avoir beaucoup d'infos avec pas beaucoup de paramètres, et essayons vraiment d'en tirer le meilleur parti. Je vous remercie beaucoup. Si
pour ceux qui veulent le PDF de cette présentation-là, je ne sais pas si je vous ai mis mon mail à la fin. Non, je vous ai mis un super QR code. Vous avez toutes les ressources sur le Yono, le bilan pré-anesthésique ou autre. Mais si vous avez besoin de mon mail, c'est clémence-du6perron@idex.com. Si vous avez besoin du PDF ou si vous avez même des questions ou n'importe quoi, que ce soit sur des cas, sur l'ionogramme ou sur autre chose, vous n'hésitez pas. J'espère que je n'ai pas trop enfoncé de porte ouverte et que ça a permis aussi de pointer du doigt des choses qui sont des fois bonnes à se remettre en mémoire ou juste à découvrir, parce que honnêtement, il y a toujours des choses à apprendre un peu partout. Et je vous remercie de votre présence.